L'air du hall sentait le bois ciré et le parfum coûteux. Un mélange de pouvoir et de secret. J'étais assise sur un fauteuil en velours, face aux portes dorées de l'ascenseur, les jambes croisées, mes mains sagement posées sur mon sac. Mon cœur martelait ma poitrine. Un tambour affolé dans le silence de ma détermination. Mais mon visage était de pierre. Si Julien pensait pouvoir m'humilier en secret, il allait découvrir ce que l'on ressentait quand on était exposé en pleine lumière. Je n'ai pas attendu longtemps. Le carillon de l'ascenseur a retenti. Un son cristallin qui a semblé fendre l'atmosphère feutrée. Les portes ont glissé sans un bruit. Et je l'ai vu. Mon mari. Mon partenaire travailleur. L'homme pour qui j'avais tout sacrifié. Il est sorti le premier, ajustant sa cravate avec un air d'importance. Juste derrière lui flottait une femme. Plus petite que moi d'une demi-tête. Ses cheveux blonds cascadant sur ses épaules. Elle riait de quelque chose qu'il venait de lui murmurer à l'oreille. Sa main était posée sur son bras. Une prise possessive. Comme si elle l'avait déjà réclamé. Ma gorge s'est nouée. Mais je me suis forcée à rester assise jusqu'à ce qu'il traverse le hall. C'est alors que je me suis levée. Julien. Mon nom n'était qu'un souffle. Mais il a eu l'effet d'un coup de fouet. Il s'est figé. Sa main a quitté la taille de la femme. Le sang a déserté son visage, le laissant blême, presque transparent sous les lumières du lustre. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'en avais pas besoin. En voyage d'affaires, n'est-ce pas? Des têtes se sont tournées. La réceptionniste derrière son comptoir s'est raidie. Un homme qui s'enregistrait avec son fils adolescent a interrompu sa phrase. Même le barman a cessé de polir un verre pour observer la scène. Hélène? A balbutié mon mari, essayant de forcer un sourire qui est sorti tordu. Grotesque. Qu'est-ce que tu fais ici? Ce que je fais ici? J'ai fait un pas de plus. Le claquement de mes talons résonnant sur le marbre. C'est mon anniversaire. Je t'attendais à la maison. Tu te souviens? Un dîner. Des projets. Un mari qui en a quelque chose à faire. Mais toi, tu es là avec. J'ai balayé la femme du regard. De la tête aux pieds. Laissant mon silence finir la phrase. Avant qu'il ne puisse inventer une autre excuse. Ma paume a rencontré sa joue. Le son a éclaté dans le hall. Sec et brutal comme un coup de feu. Des halètements ont fusé de toutes parts. Sa tête a basculé sur le côté. Ses yeux s'emplissant instantanément de larmes de choc. Ça, ai-je dit d'une voix égale? C'est pour chaque mensonge que tu m'as raconté. Pour chaque fois où je suis restée éveillée à t'attendre. Pour chaque fois où tu as juré que tu m'aimais tout en te faufilant dehors comme un lâche. La maîtresse a lâché son bras. Soudainement très consciente des regards et des murmures. Elle a reculé. Comme pour s'éloigner de l'onde de choc. Je me suis penchée vers lui. Assez près pour que lui seul entende les mots suivants. C'est la dernière fois que tu me prends par surprise. À partir de maintenant, c'est moi qui tire les ficelles. Puis, sans un autre regard pour lui, je me suis redressée. J'ai lissé ma robe et je me suis dirigée vers la sortie. La foule dans le hall s'est écartée pour me laisser passer. Comme si j'étais une reine et non une femme trahie. J'ai gardé la tête haute. Ne m'autorisant pas une seule larme jusqu'à ce que les portes vitrées se referment derrière moi et que l'air frais de la nuit lyonnaise frappe mon visage. L'humiliation brûlait dans ma poitrine. Mais sous elle, vacillait quelque chose de plus vif, de plus froid. Un serment. Il pensait que c'était la nuit où il m'avait brisé. Il n'avait aucune idée que c'était la nuit où j'ai commencé à planifier comment le briser. Cette femme, celle qui a traversé le hall d'un hôtel la tête haute,
n'est pas née cette nuit-là. Elle a été forgée. Goutte à goutte. Mensonge après mensonge. Quelques jours plus tôt, j'étais une autre personne. C'était le matin de mon 35e anniversaire. Une étape importante. J'avais passé la matinée à choisir la robe qu'il m'avait dit un jour être sa préférée. Celle qui, selon lui, me faisait ressembler à la femme dont il était tombé amoureux. J'avais même bouclé mes cheveux. Vaporisé le parfum qu'il m'avait offert il y a des années. À une époque où l'argent était plus rare mais son attention infinie. C'est ainsi que je voulais me présenter à notre soirée. Prête à nous rappeler à tous les deux la vie que nous avions bâtie. Je l'avais rencontré à 22 ans. Fraîchement sorti d'une école de commerce parisienne. Pleine de projets et d'illusions. Lui était déjà dans la course. Élégant dans ses costumes. Parlant d'un avenir qui semblait plus grand que nous. À l'époque, j'avais confondu l'ambition avec l'amour. Il disait que nous construirions un empire ensemble. Et je l'avais cru. Quand il m'a demandé de déménager à Lyon pour son travail dans une start-up technologique, j'ai quitté Paris sans hésiter. J'ai laissé derrière moi mes parents, mes amis, et le petit poste en marketing que je venais de décrocher. Ce n'est que le début, avait-il promis. Quand j'aurai réussi, tu n'auras plus jamais à t'inquiéter. Je me suis investi corps et âme dans cette vision. J'ai travaillé pendant qu'il grimpait les échelons. J'ai fait des doubles services dans une agence de communication quand l'argent manquait. Et quand ma grand-mère est décédée, j'ai utilisé une partie de mon héritage pour nous aider à acheter l'appartement que nous occupions toujours. Sur les pentes de la Croix-Rousse. Cela ne m'a jamais semblé être un sacrifice. Car je croyais que c'était notre projet. Notre empire. Chaque fois qu'il rentrait tard, je me disais que c'était pour nous. Chaque rendez-vous manqué. Chaque événement familial raté. Je trouvais des excuses. Pour moi, c'est à ça que ressemblait la loyauté. Nous parlions constamment d'enfants. Ces premières années. Il disait, un jour, quand sa carrière serait stabilisée, quand l'argent serait là. Un jour, n'a cessé de s'éloigner. Je voulais une famille. Il voulait la liberté. C'était la première fois que je remarquais la distance entre ce que nous disions vouloir et ce qu'il choisissait réellement. Les signes avant-coureurs étaient là. Des messages tard dans la nuit qu'il jurait provenir de clients. Une odeur de parfum sur sa chemise qui n'était pas la mienne. Des voyages d'affaires qui tombaient toujours les week-ends. Les jours de nos anniversaires. Mais je faisais taire la petite voix dans ma tête. Convaincu que douter de lui faisait de moi une femme ingrate. Je portais le poids de son ambition pour qu'il puisse s'envoler. Pourtant, il y avait des moments où la vérité griffait la surface. L'année dernière, à Noël, ma sœur cadette, Sophie, m'avait prise à part après le dîner. Elle n'y était pas allée par 4 chemins. Hélène, je l'ai vue. Il n'était pas seul. S'il te plaît, arrête de faire comme si tu ne savais pas. Je lui avais crié dessus, lui disant de se mêler de ses affaires. Je suis rentrée chez moi en tremblant, m'accrochant à l'illusion que mon mariage était inébranlable. Mais ces mots s'étaient logés en moi. Et ils s'infectaient. Chaque fois que mon mari souriait et disait « Je fais ça pour nous », j'entendais la voix de Sophie à la place. Le coup de grâce est arrivé 3 jours avant mon anniversaire. Ma nièce, qui passait l'après-midi avec moi, faisait défiler les réseaux sociaux sur son téléphone, comme le font toujours les adolescents. Soudain, elle s'est arrêtée. Elle a trouvé une photo. Julien. Sur un rooftop branché du quartier Confluence. Un verre à la main. Penché vers une femme blonde que je n'avais jamais vue. La légende n'était qu'un emoji.
Une flamme. Un cœur. Mais c'était suffisant. Elle a montré la photo à ma sœur, qui m'a appelé immédiatement. Hélène. Je ne voulais pas te le dire comme ça. Mais tu ne peux plus continuer à détourner le regard. Je me souviens être restée assise sur le bord de mon lit, fixant cette photo jusqu'à ce que l'écran devienne flou. Il ne s'agissait pas de la femme. Il ne s'agissait pas de sexe. Il s'agissait de chaque sacrifice que j'avais fait. Chaque euro. Chaque année. Chaque once de confiance que je lui avais accordée. Jeté comme s'il ne valait rien. C'est à ce moment-là que le chagrin s'est durci pour devenir autre chose. La voix de Sophie, calme et inflexible au téléphone, était la confirmation que je ne pouvais plus nier. La trahison n'était plus un soupçon. C'était un fait. Et une fois que la vérité se montre, on ne peut plus faire semblant de ne pas la voir. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de me demander s'il me trahissait, pour me poser la seule question qui comptait. Qu'est-ce que j'allais faire à ce sujet? À 15 heures, le jour de mon anniversaire, il a appelé. Hélène? Sa voix était pressée. Faussement enjouée. Écoute. Quelque chose est arrivé au travail. Un voyage d'affaires de dernière minute à Genève. Je suis vraiment désolée. Je suis restée silencieuse, écoutant les mots qu'il avait dû répéter devant un miroir. Ne sois pas fâché, a-t-il ajouté rapidement. Je te promets que je me rattraperai dès mon retour. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Mon silence a suffi à le mettre mal à l'aise. Il a raccroché rapidement. Je suis restée là, à regarder mon téléphone, et une certitude glaciale m'a envahi. Il ne travaillait pas tard. Il ne prenait pas l'avion pour un voyage d'affaires. Je savais exactement où il allait. 2 semaines plus tôt, une alerte de notre carte de crédit commune avait clignoté sur mon téléphone. Une dépense au Sofitel de Lyon. 2 nuits. Option champagne incluse. Quand je l'avais interrogé, il avait ri. C'est pour un client? Chérie. Parfois, il passe par moi pour les réservations. Rien de bizarre. Il avait souri trop vite en le disant. Il ne savait pas que j'avais vérifié les dates. Une de ces nuits correspondait à celle où il m'avait dit être coincé dans les embouteillages jusqu'à près de minuit. Alors, cet après-midi-là, je ne suis pas restée à la maison à attendre. La douleur s'était transformée en autre chose. Quelque chose de plus froid. De plus tranchant. Une résolution. J'ai commandé un VTC. Le trajet de 40 minutes jusqu'au centre-ville m'a semblé durer une éternité et une seconde à la fois. J'ai marché droit dans le hall de cet hôtel. Mon plan déjà gravé dans mon esprit. La vengeance n'était pas un plat qui se mange froid. C'était une performance. Et la scène était prête. La nuit qui a suivi la scène de l'hôtel, je me suis assise seule dans l'obscurité de notre cuisine. Notre cuisine. Les mots semblaient faux. Comme s'ils appartenaient à une autre langue. Mon téléphone vibrait sans arrêt sur le comptoir en granit. Le nom de Julien illuminant l'écran encore et encore. Un appel. Un message. Un autre appel. Hélène. Décroche. On doit parler. S'il te plaît. Ne fais pas ça. Je n'ai pas répondu. Pendant des années, j'avais été la femme qui décrochait. Qui pardonnait. Qui écoutait ses excuses. Cette Hélène était partie. Giflée. Humiliée. Puis évaporée dans le hall d'un hôtel 5 étoiles. Je n'allais pas crier. Ni jeter des objets. Ni le harceler pour obtenir des réponses. J'avais déjà les réponses. Il me les avait offertes. Sur un plateau d'argent.
avec le bras d'une autre femme passé sous le sien. Mon travail, maintenant, n'était pas de demander une explication. C'était de le démanteler. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché nos comptes joints. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas simplement jeté un coup d'œil au solde. J'ai épluché chaque dépense. Séjour à l'hôtel, facture de restaurant dans des endroits où il ne m'avait jamais emmené, un achat dans une bijouterie dont je n'avais jamais vu la couleur. Mon pouls battait fort dans mes oreilles, mais mes mains étaient stables. En quelques clics, j'ai gelé les cartes de crédit. L'accès en ligne me donnait un pouvoir qu'il n'avait jamais imaginé que j'utiliserais. Les comptes n'étaient pas encore verrouillés. Mais ils étaient sous mon contrôle. Ils n'inviteraient plus personne à dîner ou à boire du champagne à mes frais. Ensuite, j'ai rédigé un email à Maître Dubois, une avocate spécialisée en divorce dont j'avais mis le contact en favori des mois plus tôt, dans un moment de faiblesse. À l'époque, j'avais survolé le bouton « Envoyer » avec mon curseur, mais je n'avais jamais cliqué. Cette nuit-là, j'ai appuyé sans la moindre hésitation. L'objet était simple, consultation urgente divorce. Le message? Encore plus simple, je suis prête à engager une procédure. Je me suis ensuite dirigée vers le coffre-fort mural, caché derrière un tableau dans notre bureau. À l'intérieur se trouvaient les actes de propriété et les documents que je lui avais toujours fait confiance pour gérer. J'ai tout sorti. Un par un. Les étalant sur la table comme des armes. L'appartement. Les titres de propriété de la voiture. Les investissements dans sa société. Mon héritage n'était pas seulement sentimental. Il avait financé la moitié de ces choses. Le voir écrit noir sur blanc me rappelait que ce n'était pas seulement son empire. C'était le mien aussi. Et je n'allais pas le laisser s'en aller avec. À l'aube, j'avais un plan. Étape 1, sécuriser les finances. Fait. Étape 2, sécuriser la maison. En cours. Étape 3, faire en sorte que chaque mouvement le laisse chancelant. Désorienté. Quand il est finalement rentré en milieu de matinée, la maîtresse n'étant plus en vue, il ressemblait à un homme qui avait vu un fantôme. Sa cravate était desserrée, sa chemise froissée, ses yeux injectés de sang. Hélène, s'il te plaît. A-t-il commencé? La voix rauque. Laisse-moi t'expliquer. Je n'ai même pas pris la peine de lever les yeux de la boîte en carton que je remplissais dans le salon. Des livres. Mes livres. Tu as assez expliqué. Il s'est approché. Désespéré. Ce n'était pas ce que tu crois. J'ai fait une erreur. Une stupide erreur. Mais je peux arranger ça. Ne fais rien d'irréfléchi. J'ai fermé la boîte et je l'ai scellée avec du ruban adhésif. Le son strident déchirant le silence. Irréfléchi? Tu penses que c'est irréfléchi? Je me suis levée, affrontant son regard avec un calme qui semblait l'effrayer plus que la gifle dans le hall. Je t'ai donné des années, Julien. Je t'ai donné mes économies, l'argent de ma famille, ma loyauté. Tu as pris tout ça et tu l'as donné en pâture à ton ego. Tu n'as pas le droit de me traiter d'irréfléchi. Il a ouvert la bouche. Mais je l'ai coupé. Les comptes sont gelés. Les cartes ne fonctionnent plus. La maison. Ne t'y installe pas trop confortablement. Et au fait, j'ai soulevé la pile de documents de la table et je les ai tenus contre ma poitrine. J'ai des copies de tout. La couleur a quitté son visage. Il ne s'était pas attendu à ce que j'agisse si vite. Il pensait que je m'effondrerais en larmes. Que je le supplierais de rester. Que je m'accrocherais aux miettes qu'il m'offrirait. Mais je ne jouais plus le rôle qu'il avait écrit pour moi.
Quand je suis passé devant lui avec la boîte, il a tendu la main pour saisir mon bras. J'ai reculé brusquement. Ma voix basse mais ferme. Ne me touche pas. Sauf si c'est par l'intermédiaire d'un avocat. J'ai porté la boîte jusqu'à ma voiture. Je l'ai chargée dans le coffre et je me suis glissé sur le siège du conducteur. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une étrange sorte de clarté. Pas de la joie. Pas encore. Mais un but. Un cap. En quittant l'allée, je l'ai aperçu dans le rétroviseur. Debout sur le seuil de la porte. Les mains sur la tête. L'air plus petit que je ne l'avais jamais vu. Cette image est restée avec moi. Non pas comme un réconfort, mais comme un carburant. Car ce n'était que le début. Il pensait pouvoir me détruire en silence. Il n'avait aucune idée de ce que l'on ressentait quand on était traqué. Le premier signe que mon plan fonctionnait est arrivé 2 jours plus tard. Juste après minuit. Mon téléphone a vibré avec une notification. 3 tentatives de paiement échouées sur la carte de crédit commune. Même station-service. Même heure. Il essayait de faire le plein de sa voiture et la carte était refusée. Je pouvais l'imaginer. Debout près de la pompe. La passant et la repassant dans le lecteur. La sueur perlant à ses tempes tandis que l'employé derrière le comptoir le regardait avec pitié. Il avait probablement cherché de l'argent liquide et s'était retrouvé à court. Il n'avait pas d'espèces sur lui depuis des années. Trop habitué à brandir son plastique comme si cela le rendait intouchable. Le lendemain matin, j'avais un message vocal. Sa voix était sèche, tranchante. Hélène, ça va trop loin. Tu ne peux pas simplement me couper les vivres comme ça. Nous devons parler. Rappelle-moi. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de ça, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai regardé le solde du compte courant resté stable sous mon contrôle. J'ai laissé le silence s'étirer. Les nouvelles voyagent vite dans notre cercle. En une semaine, j'ai reçu un texto d'un ami commun. Quelqu'un qui avait toujours été plus son allié que le mien. Est-ce que tout va bien? Julien avait l'air secoué au déjeuner hier. Je n'ai pas répondu. Laissez-le transpirer pendant que les gens chuchotent. Laissez l'histoire se construire sans que j'aie à lever le petit doigt. Et il a transpiré. Un soir, je suis rentrée à l'appartement pour récupérer d'autres affaires. Il faisait les 100 pas dans la cuisine. Son téléphone collé à l'oreille. Sa voix basse mais urgente. Je suis restée dans l'embrasure de la porte et j'ai écouté. Non. Écoute. Je vais trouver les fonds. C'est juste temporaire. Ma femme. Elle est difficile. Mais je vais m'en occuper. Je me suis raclé la gorge et il s'est figé au milieu de sa phrase. Sa tête s'est tournée brusquement. Les yeux écarquillés. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste posé mes clés. Pris la boîte pour laquelle j'étais venue. Et je suis passé devant lui. Le silence que j'apportais dans chaque pièce était plus coupant que n'importe quelle dispute ne l'avait jamais été. La maîtresse, Chloé, ne s'en sortait pas beaucoup mieux. Une de mes amies du travail l'a aperçue à un brunch avec 2 copines. Elle ne se penchait pas vers elle avec intérêt ou envie. Elle se lançait des regards de côté. Chuchotait. Secouait la tête. Mon amie a dit qu'elle avait l'air misérable. Piquant sa salade pendant que tout le monde riait de quelque chose dont elle ne faisait pas partie. Il s'avère que coucher avec un homme marié ne vous vaut pas des applaudissements à Lyon. Et sa famille. Il l'avait remarqué aussi. Son jeune frère. Quelqu'un qui l'idolâtrait autrefois. S'est présenté à ma porte un soir. Hélène? A-t-il dit maladroitement? Les mains dans les poches. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais il a une sale tête. Quoi qu'il ait fait.
Je ne suis pas aveugle. Je voulais juste que tu saches que tu as des gens de ton côté. Cela m'a touché plus que je ne l'aurais cru. Pendant des années, j'avais pensé qu'ils me voyaient tous comme l'outsider. La Parisienne qui s'était accrochée à son ascension. Mais maintenant, la marée était en train de tourner. Il n'était plus le soleil doré. Il était l'homme qui n'arrivait même pas à tenir sa vie en ordre. Et puis est venue sa première tentative désespérée de m'atteindre en personne. Je sortais du supermarché, poussant un chariot vers ma voiture, quand il est apparu de nulle part. Pas de costume cette fois. Juste un jean, une chemise froissée, et le genre de barbe de 3 jours que je n'avais pas vu depuis l'université. Il a attrapé le chariot avant que je ne puisse avancer. « Il faut qu'on parle », a-t-il dit. À bout de souffle. Je me suis redressée. « Lâche ça. » Non. Hélène. Écoute. S'il te plaît. Tu ne comprends pas ce que ça me fait. Je ne peux pas accéder à mes comptes. Mes cartes ne fonctionnent pas. J'ai des gens qui m'appellent toutes les heures. Arrête ça. On peut arranger les choses. Je vais la quitter. Je vais. J'ai ri. Le son m'a surprise moi-même. Tu vas la quitter? C'est ça. Ton argument? Sa mâchoire s'est crispée. Tu es en train de me détruire. Non. Ai-je dit. En le regardant droit dans les yeux. Tu t'es détruit tout seul. Je m'assure juste que les débris atterrissent là où ils doivent. Il a lâché le chariot comme s'il le brûlait. Les gens autour nous regardaient. Une mère avec un jeune enfant s'est arrêtée, figée sur place. Un homme avec des sacs à la main a haussé les sourcils. L'humiliation l'a submergé en temps réel. J'ai chargé mes courses dans la voiture avec un calme délibéré. Chaque mouvement était un rappel qu'il ne contrôlait plus le récit. Quand j'ai fermé le coffre et que je me suis retournée, il était toujours là. Dégonflé. Comme un ballon qui perd son air. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il ne perdait pas seulement de l'argent ou sa réputation. Il perdait le script de sa vie. Celui où il était toujours le héros. Toujours celui qui contrôlait. Toujours l'homme que les gens admiraient. Maintenant, pour la première fois, il était celui dont tout le monde avait pitié. En partant, je l'ai aperçu dans mon rétroviseur. Les épaules affaissées. Fixant l'asphalte comme s'il pouvait lui donner des réponses. J'ai presque eu pitié de lui. Presque. Mais la pitié ne rend pas justice. Les conséquences? Si. Et ce n'était que le premier acte. Je ne l'avais pas planifié. Pas exactement. Mais parfois, la vie vous offre la scène parfaite. La mère de Julien m'a invité au déjeuner du dimanche. Celui qu'elle insistait encore à organiser toutes les quelques semaines. Normalement, j'aurais décliné. Trop vif. Trop tôt. Mais quelque chose dans sa voix m'a fait hésiter. Hélène? Avait-elle dit doucement. Viens. S'il te plaît. Il est temps. Alors? J'y suis allée. La maison de mes beaux-parents? Une grande bâtisse bourgeoise à Écully. Était bondée. Chaude de l'odeur du poulet rôti et du pain à l'ail. Ses parents? Son frère et sa sœur? Même quelques cousins. Je suis entrée et j'ai senti leur regard se poser sur moi avec soulagement. Comme si je faisais toujours partie de la famille. Peu importe ce qu'il avait fait. Et puis il est arrivé. En retard. Comme d'habitude. Mais pas seule. Elle est entrée derrière lui. La maîtresse. Chloé. Elle essayait de garder la tête haute. Même si elle avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. La pièce est devenue complètement silencieuse.
La mère de Julien a laissé tomber la cuillère de service dans le plat avec un bruit sec. La mâchoire de son père s'est contractée. Ma poitrine me brûlait. Mais au lieu de me briser, j'ai souri. Un sourire calme, glacial, qui promettait quelque chose que personne d'autre ne pouvait encore voir venir. Il s'est raclé la gorge. Tout le monde. Voici clos. Je l'ai coupé. Nous savons qui elle est. Julien. Des murmures ont parcouru la table. Sa maîtresse a bougé. Mal à l'aise. Sa main a tressailli vers son bras. Mais il ne l'a pas prise. Son visage devenait déjà cramoisi. Je me suis levée lentement de ma chaise. Emportant mon verre d'eau avec moi. Savez-vous quel jour nous sommes ? Ai-je demandé à la pièce. Ma voix était calme. Posée. Le genre de ton qui pousse les gens à se pencher pour mieux entendre. Personne n'a répondu. Cela fait exactement 2 semaines que mon mari m'a dit qu'il devait partir pour un voyage d'affaires. J'ai laissé mon regard se verrouiller sur lui. Le même voyage qui s'est terminé avec moi. Debout dans un hall d'hôtel. Pendant qu'il sortait d'un ascenseur avec elle accrochée à son bras. Le frère de Julien a juré à voix basse. La main de sa mère s'est envolée vers sa bouche. Sa maîtresse s'est figée comme un chevreuil pris dans les phares. Je me suis tournée légèrement. M'adressant à son père. Savez-vous ce qu'il a dit quand je l'ai confronté ? Il m'a dit de ne pas faire de scène. Comme si humilier sa femme en public n'était pas déjà la scène. Mon mari a remué sur sa chaise, essayant de formuler des mots. Mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Le pouvoir du silence était désormais le mien. Puis je me suis penchée en avant. J'ai posé mon verre d'eau avec un bruit délibéré. Et j'ai prononcé la phrase qui allait le suivre plus longtemps que n'importe quelle gifle. J'imagine que c'est de famille. Ai-je dit froidement, laissant mes yeux glisser vers sa maîtresse. Parce qu'apparemment, pour lui, la loyauté est optionnelle. Mais à partir de ce soir, le mariage aussi. Les mots ont atterri comme une grenade. Son père a repoussé sa chaise, se levant, la colère gravée sur son visage. Tu l'as amené ici ? Dans cette maison ? A-t-il tonné en direction de son fils. La maîtresse a blêmi. Jetant un coup d'œil vers la porte. La bouche de mon mari s'est ouverte. Mais aucun son n'en est sorti. Il s'étouffait avec sa propre arrogance. Et pour une fois, je ne lui ai pas lancé de bouée de sauvetage. La pièce a éclaté en chaos. Sa mère criant qu'elle avait honte de lui. Son frère exigeant de savoir depuis combien de temps ça durait. Sa sœur secouant la tête de dégoût. À travers tout cela, je suis restée calme. Sereine. Le regardant se défaire. Finalement, j'ai pris mon sac à main. Tu voulais jouer à la petite famille avec elle ? Ai-je dit. Ma voix tranchant le bruit. Très bien. Mais n'oublie jamais. Tu as perdu une femme, une famille, et ta dignité en une seule soirée. Et tu ne récupéreras jamais rien de tout ça. Et puis je suis partie. Le temps que j'atteigne ma voiture, mon téléphone vibrait déjà. Un texto d'une cousine. Tout le monde en parle. Tu l'as détruit. Un autre de son frère. Il a mérité chaque seconde. Ne t'arrête pas. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'histoire se propage. Quelqu'un avait enregistré une partie de la confrontation sur son téléphone. Ma phrase sur la loyauté optionnelle. Elle a commencé à circuler dans les groupes de discussion. Puis sur Facebook. Puis plus largement. En quelques jours, j'ai entendu 2 femmes dans la file d'attente d'un café murmurer à propos du type qui a amené sa maîtresse au déjeuner du dimanche. L'humiliation n'était plus seulement personnelle. Elle était publique.
Viral à sa manière discrète. Ses collègues l'ont vu. Ses voisins chuchotaient. Sa réputation, celle qu'il avait bâtie brique par brique, s'effritait sous le poids de ses propres choix. Et la maîtresse. Elle n'a pas tenu longtemps après ça. On disait qu'elle l'avait quitté une semaine plus tard. Humiliée par les réactions négatives. Fatiguée d'être la risée de tous. Il s'est retrouvé seul avec rien d'autre que ses excuses. Pour moi, il ne s'agissait pas des commérages. Il s'agissait de reprendre le pouvoir qu'il m'avait volé. De m'assurer que le monde le voit pour ce qu'il était vraiment. Il pensait que le hall de l'hôtel était le pire que je pouvais faire. Mais le déjeuner du dimanche a prouvé le contraire. Et le meilleur dans tout ça, c'est que je n'avais même pas encore commencé ma véritable guerre. Il a essayé de se défendre. Je dois lui reconnaître ça. Après le fiasco du déjeuner du dimanche, il a dû réaliser que sa réputation lui glissait entre les doigts. Les appels ont commencé. Des amis communs me racontant qu'ils s'expliquaient. Me dépeignant comme vindicative. Instable. Amère. Il prétendait que l'incident de l'hôtel était un malentendu. Il disait aux gens que j'avais exagéré les choses. Que la maîtresse n'était qu'une amie. Une collègue. Rien de plus. Et puis il est passé à l'offensive publique. 2 semaines plus tard, une vidéo est apparue sur sa page LinkedIn et son profil Facebook. Il était assis dans son bureau. Chemise repassée. Impeccable. Voix préparée. Je veux aborder les rumeurs. A-t-il commencé avec le ton solennel d'un politicien pris dans un scandale. Mon mariage traverse des difficultés depuis un certain temps. Et bien que des erreurs aient été commises, la vérité est plus compliquée que ce qui a été partagé. Hélène est en colère. Et je le comprends. Mais je veux que les gens sachent que ce n'est pas l'homme que je suis. Les commentaires ont afflué instantanément. Certains étaient compatissants, mais la plupart étaient méfiants. Les gens aiment les performances. Mais ils aiment encore plus les preuves. Et des preuves, j'en avais à revendre. Je n'ai même pas eu à les publier moi-même. Ma sœur, que Dieu bénisse sa franchise, avait sauvegardé des captures d'écran de ses textos nocturnes. Ceux où il promettait qu'il travaillait tard alors que l'horodatage montrait une dépense au bar du Sofitel. Elle les a d'abord mises en ligne dans un groupe privé. Et de là, elles se sont propagées comme une traînée de poudre. Pas en ville ce soir? Chérie. Ne m'attends pas. Envoyé à 23h47. Correspondant à sa dépense de carte de crédit pour du champagne à la même heure. Puis est venue la photo que ma nièce avait sauvegardée. La photo sur le rooftop avec sa maîtresse. Il n'y avait rien d'explicite. Mais le langage corporel disait tout. Il était penché vers elle. Souriant de la manière dont il me souriait quand nous étions jeunes et fauchés et encore amoureux. Une fois que ces éléments ont fuité, son image soigneusement construite de mari incompris s'est brisée. Twitter s'en est emparé ensuite. Quelqu'un a repris ma phrase du déjeuner du dimanche. Apparemment, la loyauté est optionnelle? Et l'a associée aux captures d'écran. Ça s'est propagé rapidement. Accompagné d'un hashtag qui a incendié les fils d'actualité, loyauté optionnelle. En une semaine, ce n'était plus seulement des ragots de famille. C'étaient des collègues qui partageaient des mèmes. Un client s'est retiré d'un contrat, citant des préoccupations de réputation. Ses commentaires sur LinkedIn sont devenus acides. D'anciens collègues laissant entendre qu'ils n'étaient pas surpris. L'homme qui s'était autrefois vanté d'être intouchable était maintenant la cible d'une blague virale. Et moi? Je suis restée silencieuse. C'était la beauté de la chose. Je n'avais pas à me défendre. Je n'avais pas à m'expliquer. La vérité était là. Brute et indéniable.
Chaque tentative de sa part pour manipuler le récit ne faisait que resserrer le nœud coulant. La maîtresse a essayé de se sauver aussi. Elle a publié une story Instagram vague, les gens ne connaissent que la moitié de l'histoire. Ne jugez pas ce que vous ne comprenez pas. L'effet a été immédiat et désastreux. Les commentaires ont afflué. La traitant de délirante, d'égoïste, de briseuse de ménage. À la fin de la semaine, son compte était passé en mode privé. Il s'est présenté à ma porte un soir. Furieux. Tu trouves ça drôle? Tu es en train de ruiner ma vie. Sa voix s'est brisée. Un mélange de rage et de désespoir. Sais-tu combien d'appels j'ai reçus? Sais-tu ce que ça fait à ma carrière? Je l'ai regardé depuis le seuil. Les bras croisés. C'est toi qui as fait ça. Il s'est approché. Baissant la voix. Tu ne comprends pas. Je ne peux pas arranger ça si tu continues à laisser les gens publier des choses. Laisser les gens. J'ai ri. Tu penses que je suis derrière chaque fuite? Scoop, les gens te voient enfin pour ce que tu es. Je n'ai pas besoin de l'orchestrer. Tu diffuses ta propre chute. Il a frappé du poing contre le cadre de la porte. Puis s'est figé en réalisant que ma voisine regardait depuis l'autre côté de la rue. Son masque est tombé à nouveau. Et j'ai vu la panique en dessous. La panique n'a fait que grandir. Une semaine plus tard, un fil de discussion anonyme sur un forum en ligne est apparu avec plus de détails. Des captures d'écran de lui envoyant des messages à plusieurs femmes. Flirtant. Leur proposant de les coacher autour d'un verre. Le fil a explosé. Partagé sur toutes les plateformes. Les captures d'écran ne mentent pas. Et les noms d'utilisateurs correspondaient à ses anciennes adresses e-mail. Ces dénégations n'avaient plus d'importance. Et le hashtag continuait de se propager. Loyauté optionnelle est devenu un raccourci pour les tricheurs. Un mème que les gens utilisaient pour dénoncer la trahison. Son nom était attaché à chaque version. J'ai su alors que sa guerre était perdue. Il voulait contrôler l'histoire. Mais à l'ère numérique, les histoires n'appartiennent pas aux coupables. Elles appartiennent au public. Et le public avait fait son choix. Je n'étais plus seulement son ex-femme. J'étais la femme qui l'avait démasqué. Et il n'était plus l'homme charmant et ambitieux que les gens admiraient. Il était une caricature. Un exemple à ne pas suivre. L'ironie ne m'a pas échappé. Il avait passé des années à courir après le statut. À réseauter. À construire une image. Et en quelques semaines, il était devenu une blague virale qui effaçait chaque once de crédibilité pour laquelle il s'était battu. C'était le coup de la trahison dans le monde moderne. Pas seulement une honte chuchotée. Pas seulement des dîners de famille gâchés. C'était une exposition totale. Une marque démolie. Une réputation noyée sous les preuves et les hashtags. Et pendant que je le regardais sombrer, cherchant une défense qui n'existait pas, j'ai réalisé que la vengeance que j'avais choisie n'était pas seulement personnelle. Elle était publique. Sa chute n'était pas cachée dans des papiers de divorce ou des disputes privées. Elle était écrite sur les écrans, partagée par des inconnus, immortalisée à l'encre numérique. Et je n'avais pas encore fini. Les documents du divorce ont été déposés un mercredi matin. Mon avocate, Maître Dubois, une femme aux yeux d'acier affûté, a fait glisser le dossier sur la table pour que je le signe. Une fois que nous aurons déposé ceci, Hélène, les choses vont aller vite. Êtes-vous prête? J'ai pensé au hall de l'hôtel, au déjeuner du dimanche, à chaque nuit où je suis restée éveillée pendant qu'il inventait des histoires. Mon stylo a frappé le papier sans la moindre hésitation. Je suis prête depuis des années. En quelques jours, il a reçu la signification par huissier. Il m'a appelé 13 fois en un après-midi.
Chaque message vocal était plus frénétique que le précédent. L'arrogance calme qu'il avait affichée pendant des années s'était fissurée pour laisser place à quelque chose de laid. La rage mêlée à la supplication. Tu ne peux pas tout prendre comme ça. C'est moi qui ai construit cette vie. S'il te plaît. Hélène. Réfléchis à ce que tu fais. Mais je n'avais pas seulement réfléchi. J'avais planifié. Et chaque plan était exécuté avec précision. Le premier coup a touché son portefeuille. Le juge aux affaires familiales a émis une ordonnance de gel temporaire des principaux actifs jusqu'à ce que la répartition puisse être réglée. Cela signifiait que ses comptes, ou ce qu'il en restait après que je les coupé des nôtres, étaient sous surveillance. L'appartement, dont la moitié était à mon nom grâce à mon héritage, était sécurisé sous mon contrôle. Il ne pouvait pas vendre, pas hypothéquer, pas y toucher. Le deuxième coup a visé sa voiture, la berline de luxe qu'il aimait tant exhiber lors de ses rendez-vous clients. Elle était en leasing à nos deux noms. Mon avocate s'est assurée que les paiements soient suspendus en attendant la procédure. Un mois plus tard, la concession l'a reprise. Il s'est retrouvé à devoir se débrouiller pour se déplacer, empruntant les voitures d'amis qui se sont vite lassés du cirque qui le suivait partout. Mais le troisième coup a été le plus profond. Il ne s'agissait pas d'enfants. Nous n'en avions pas. Même si pendant des années je l'avais supplié de franchir ce pas. Il s'agissait de ma nièce, la fille de ma sœur que j'élevais pratiquement depuis que la santé de Sophie s'était dégradée. Elle avait maintenant 17 ans, plus une fille qu'une nièce, et vivait avec moi à plein temps. Julien avait adoré jouer le rôle de la figure paternelle lors des dîners, se vantant de la façon dont il nous soutenait. Mais lorsque le tribunal a vu la vérité et les preuves de ses liaisons, sa négligence, son instabilité financière, toute chance pour lui de réclamer une quelconque autorité légale s'est évaporée. Le juge m'a accordé l'autorité parentale exclusive. Son titre de « beau-père » a été dépouillé de toute substance. Ce n'était pas seulement une perte légale. C'était une défaite émotionnelle. Personnelle. Sa propre famille a commencé à se détacher de lui. Un par un. Sa mère, qui avait autrefois arrangé ses erreurs avec de douces excuses, a cessé de répondre à ses appels. Son père, un homme de la vieille école plein de fierté, s'est présenté à ma porte un soir. Je l'ai mieux élevé que ça, a-t-il dit sèchement, se tenant raide dans mon entrée. Ce qu'il t'a fait, à cette famille, c'est impardonnable. Le poids de ces mots ne m'a pas échappé. Il n'était pas seulement déçu. Il en avait fini avec lui. Même son frère, qui avait autrefois été son ombre, a coupé les ponts. J'ai appris par des amis communs qu'il lui avait dit sans détour, « Tu nous as tous mis dans l'embarras. Ne m'appelle plus. » Chaque pont sur lequel il pensait pouvoir s'enfuir était en train de brûler derrière lui. Financièrement, l'effondrement s'est accéléré. Les documents judiciaires ont mis ses dépenses sous examen, et les preuves qui avaient fuité n'ont pas seulement nui à sa réputation. Elles ont ruiné son crédit. Les créanciers ont commencé à appeler. Des contacts professionnels se sont retirés d'accord, ne voulant pas être associés à son nom. L'effet domino a été brutal. Il a tenté de contre-attaquer. Bien sûr. Il a déposé des demandes reconventionnelles m'accusant de cruauté mentale, comme si me défendre était une forme d'abus. Le juge a vu clair dans son jeu instantanément. Mon avocate a démoli son argumentation avec un sourire qui me disait qu'elle avait fait ça 100 fois auparavant. Chaque tentative de sa part pour reprendre pied ne faisait que l'enfoncer davantage. La maîtresse, Chloé, partie depuis longtemps, s'était volatilisée sans un mot. Il se présentait seul aux audiences, costume froissé, des papiers débordant d'une mallette bon marché.
L'homme soigné qui éblouissait autrefois les conseils d'administration avait disparu. Ce qui se tenait devant moi maintenant était une version creuse, désespérée et en pleine décomposition. Le coup de grâce est venu lorsque le divorce a été finalisé. Le tribunal m'a accordé l'appartement, la majeure partie des économies liées à mon héritage, et la moitié de ses comptes de retraite. Il a été condamné à payer les frais de justice en plus de tout le reste. Il est reparti avec une fraction de ce qu'il avait autrefois fièrement affiché. Son empire était réduit en cendres. Le jour où il a déménagé pour de bon, je suis resté près de la fenêtre alors qu'un camion cabossé se garait. Pas de société de déménagement. Juste lui et 2 amis chargeant des boîtes à l'arrière. J'ai vu l'humiliation sur son visage alors que les voisins regardaient depuis leur perron, chuchotant. L'homme qui se pavanait autrefois dans ce quartier comme si le monde lui appartenait s'en allait maintenant en disgrâce. Il n'a pas levé les yeux vers moi. Mais je m'en fichais. Ce n'était plus mon problème. À la fin de l'été, la rumeur s'est répandue qu'il louait un appartement miteux en périphérie de la ville, vivant d'un salaire à l'autre après avoir perdu ses clients. Il était passé des costumes sur mesure au rayon de déstockage, de la haute gastronomie à la pizza à emporter. Chaque pilier de soutien financier, familial, social avait disparu. Je n'ai pas célébré. La vengeance ne consistait pas à trinquer au champagne ou à organiser des défilés de victoire. C'était une question d'équilibre. C'était de savoir qu'il ressentait chaque once du poids qu'il avait autrefois essayé de me faire porter. Quand je me couchais le soir, je ne me demandais plus où il était ni avec qui. Je ne remettais plus en question ma propre valeur ou ne doutais plus de ma santé mentale. Le silence dans ma maison n'était pas de la solitude. C'était de la liberté. Et lui, il était ruiné. Seul. Renié. Exactement là où il s'était mis lui-même. Vous avez parfaitement raison. Je m'excuse pour la confusion. J'ai fusionné les dernières parties de l'acte 2 dans ma réponse précédente. Je vais reprendre en suivant scrupuleusement le plan détaillé, en 4 parties distinctes. Julien a toujours cru qu'il pouvait contrôler n'importe quelle situation par la force de sa persuasion. C'était son plus grand talent et sa plus grande faiblesse. Après le désastre du déjeuner dominical, acculé et abandonné par sa propre famille, il a fait ce qu'il faisait de mieux, il a tenté de réécrire l'histoire. 2 semaines plus tard, une vidéo est apparue sur son profil LinkedIn, puis sur sa page Facebook. Il était assis dans son bureau, devant sa bibliothèque bien rangée, portant une chemise blanche impeccable. Il regardait droit dans la caméra avec une expression de sincérité grave et répétée. « Bonjour à tous. » A-t-il commencé? Sa voix calme et posée. J'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui pour aborder les rumeurs qui circulent à mon sujet. Il a fait une pause, comme s'il rassemblait son courage. La fin d'un mariage est une épreuve terrible et complexe. Des erreurs ont été commises, des 2 côtés. Je ne suis pas un homme parfait. Loin de là. Mais la situation est bien plus nuancée que la version simpliste qui est partagée. Hélène est une femme que j'ai aimée profondément. Et sa colère est quelque chose que je peux comprendre, même si elle se manifeste de manière destructrice. Je demande simplement un peu de retenue et de compassion en cette période difficile pour nous deux. C'était une performance magistrale. Il se présentait non pas comme un coupable, mais comme une victime collatérale d'une tragédie conjugale. Il laissait entendre que j'étais instable, vindicative. Pendant quelques heures, ça a presque marché. Les premiers commentaires étaient prudemment sympathiques. Courage, Julien. Les histoires ont toujours 2 versions. Il ne savait pas que les munitions pour sa destruction étaient déjà chargées, prêtes à être tirées. Et la personne qui a appuyé sur la gâchette n'était pas moi, mais ma sœur.
Sophie. Depuis Paris, Sophie observait la situation avec une fureur froide. Elle m'a appelé ce soir-là. Il ose se faire passer pour la victime? Je ne vais pas laisser faire ça. Je n'ai pas eu à la retenir. Elle n'a pas agi de manière impulsive. Elle a été chirurgicale. Elle a créé un profil anonyme sur Twitter et a commencé à répondre. Non pas à Julien, mais aux personnes qui commentaient sa vidéo. Le premier tweet contenait une capture d'écran. Un de ses messages, pas en ville ce soir? Chérie. Ne m'attends pas. Juste en dessous. Une capture d'écran de la transaction par carte de crédit au Sofitel. Horodatée à la même minute. Le commentaire de Sophie était simple, le travail. Selon Julien. Loyauté optionnelle. Ce fut la première étincelle. Puis elle a posté la photo du rooftop. Celle de lui et Chloé. Si proche. Si complice. Une collègue avec qui il discute de projets complexes. Loyauté optionnelle. Le hashtag a commencé à prendre. C'était simple. Sarcastique. Et ça résumait parfaitement la situation. Des gens de la scène technologique lyonnaise, qui connaissaient Julien de réputation, ont commencé à le voir. Un blogueur local, connu pour ses commentaires acides sur le monde des affaires, a repris l'histoire. Il a écrit un article intitulé « Loyauté optionnelle, quand l'ambition dépasse le respect ». Il n'a pas nommé Julien directement, mais tout le monde a compris. En 48 heures, le hashtag était partout. C'est devenu un mème. Des gens l'utilisaient pour parler de leurs propres histoires de trahison. Les commentaires sur la vidéo de Julien ont changé de ton. La sympathie a été remplacée par le mépris et le ridicule. J'imagine que le champagne faisait partie du projet complexe? Ma femme aussi est destructive quand je la trompe. Bizarre. Loyauté optionnelle devrait être son nouveau slogan d'entreprise. Il a tenté d'effacer les commentaires, mais il revenait plus vite qu'il ne pouvait cliquer. Sa tentative de contrôler le récit s'était retournée contre lui de manière spectaculaire. Et moi? Je n'ai rien fait. Je suis restée silencieuse, observant l'incendie se propager depuis la sécurité de mon appartement. Mon silence était mon pouvoir. Il rendait sa panique encore plus visible. Je n'avais pas à me défendre. Les preuves parlaient pour moi. Les conséquences dans le monde réel n'ont pas tardé. J'ai appris par un ancien collègue qu'un contrat important que Julien espérait signer avec une société suisse avait été mis en attente. Le PDG suisse, un homme très conservateur, avait vu l'agitation en ligne. Une semaine plus tard, Julien recevait un email laconique, au vu des récentes informations concernant votre réputation personnelle. Nous préférons suspendre notre collaboration. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être associés à un tel risque d'image. C'est à ce moment-là qu'il est de nouveau venu frapper à ma porte. Cette fois, la fausse contrition avait disparu. Il était livide. C'est toi qui fais ça? A-t-il crié dès que j'ai ouvert. Tu es en train de tout orchestrer pour ruiner ma carrière. Je suis restée dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Je n'ai rien fait. Julien. Ne me mens pas. Ce hashtag. Ces captures d'écran. Ça vient de toi. Fais arrêter ça. Pourquoi le ferais-je? Ai-je demandé calmement. Les gens voient simplement la vérité. Si la vérité ruine ta carrière? Peut-être que ta carrière était bâtie sur un mensonge. Il a passé une main tremblante dans ses cheveux. L'air d'un animal piégé. Hélène? S'il te plaît. C'est ma vie. Mon travail. Tout ce pourquoi j'ai travaillé. Et ma vie à moi? Ai-je rétorqué. Ma voix devenant plus dure. Et les années que j'ai investies en toi?
Mon héritage? Ma propre carrière que j'ai mise de côté? C'était quoi? Ça? Un dommage collatéral? Il m'a regardé. Et pour la première fois, j'ai vu non pas de la colère, mais une peur abjecte. La peur de quelqu'un qui réalise qu'il a perdu le contrôle. Il avait toujours été le maître du jeu. Le marionnettiste. Maintenant, il était la marionnette. Et les ficelles étaient tirées par une foule anonyme sur Internet. Je vais arranger ça. A-t-il marmonné. Plus pour lui-même que pour moi. Je vais tout arranger. Mais nous savions tous les deux que c'était faux. Sa réputation, comme notre mariage, était brisée. Et les morceaux étaient trop nombreux pour être recollés. Il était devenu une caricature, un avertissement. Il n'était plus Julien, l'entrepreneur ambitieux. Il était l'homme de loyauté optionnelle. Et cette étiquette-là, il ne pourrait jamais l'enlever. En partant, il a trébuché sur le paillasson. Un petit geste maladroit qui en disait long. L'homme qui avait autrefois traversé le monde avec une assurance inébranlable ne savait même plus où mettre les pieds. La guerre de l'opinion publique avait été dévastatrice. Mais c'était une bataille menée avec des mots et des images. La véritable mise à mort devait se faire dans le silence des cabinets d'avocats et la froideur d'une salle d'audience. C'est là que Maître Dubois, mon avocate, a pris le relais, transformant la disgrâce publique de Julien en un avantage juridique implacable. La réputation est une chose. Hélène, m'avait-elle dit lors de notre première rencontre? Ses yeux perçants ne quittant jamais les miens. Mais les actifs financiers en sont une autre. Nous allons nous assurer que chaque sacrifice que vous avez fait soit quantifié et compensé. La procédure de divorce a été officiellement lancée. Les documents déposés par Maître Dubois étaient une œuvre d'art de précision juridique. Chaque dépense pour Chloé Hôtel, restaurant, cadeau était listée comme une dissipation d'actifs communautaires. L'utilisation de mon héritage pour l'apport de l'appartement était documentée avec des relevés bancaires datant de près de 10 ans. La demande était claire, non pas un partage à 50-50e, mais une compensation pour faute et un retour de mon investissement initial. La première audience pour les mesures provisoires a été une humiliation silencieuse pour Julien. Il est arrivé avec un avocat commis d'office. Un jeune homme à l'air dépassé. Maître Dubois. Elle était préparée. Elle a présenté au juge les preuves de ses dépenses extravagantes alors même qu'il prétendait ne plus avoir accès aux comptes. Elle a souligné le risque qu'il tente de dissimuler des fonds. Le juge, un homme d'une cinquantaine d'années au visage sévère, n'a pas été impressionné par les tentatives de Julien de se poser en victime. L'ordonnance est tombée comme un coup près, gel total de tous les comptes bancaires et des investissements, à l'exception d'une modeste allocation mensuelle pour ses frais de subsistance. Il était, pour l'essentiel, financièrement castré. Le coup suivant a été la voiture. La société de leasing, informée de la procédure de divorce et de l'ordonnance du juge, a noté un défaut de paiement. Un matin, alors que Julien se préparait à partir pour un rendez-vous, l'un des rares qui lui restait, il a trouvé sa place de parking vide. Sa BMW, symbole de son succès, avait été remorquée. J'ai appris plus tard qu'un voisin l'avait vu debout sur le trottoir, regardant l'espace vide, l'air complètement perdu. Mais la perte la plus symbolique pour lui a été celle de l'appartement. Le juge a statué que, compte tenu de la situation et du fait que j'y résidais principalement, j'obtenais la jouissance exclusive du domicile conjugal pendant la durée de la procédure. Il a reçu un délai de 2 semaines pour récupérer ses affaires personnelles. Ce jour-là, je suis restée chez ma sœur. Je ne voulais pas être là pour assister à sa défaite. Sophie m'a raconté que notre voisine l'avait appelé.
Julien n'est pas venu avec des déménageurs professionnels. Il est arrivé dans une vieille camionnette louée, accompagné de 2 amis qui avaient l'air aussi mal à l'aise que lui. Ils ont emballé ses costumes, ses gadgets, ses trophées de golf, sous le regard curieux du voisinage. L'homme qui avait organisé des cocktails somptueux sur notre terrasse s'enfuyait maintenant avec ses biens dans des cartons bon marché. Chaque pilier de sa vie s'effondrait. Sa famille ne lui parlait plus. Son père, furieux de la honte jetée sur leur nom, avait même fourni à mon avocate des documents prouvant que certains investissements de Julien avaient été faits avec de l'argent familial, renforçant ma position. Ses amis, voyant sa chute financière et sociale, se sont faits de plus en plus rares. Qui voulait être associé à un paria? Il a tenté une dernière contre-attaque désespérée. Son avocat a déposé une requête m'accusant de harcèlement moral à cause de la campagne loyauté optionnelle, affirmant que j'avais orchestré une vendetta publique pour le détruire. Lors de l'audience, Maître Dubois a été magnifique. Elle s'est levée et a dit, d'une voix calme, « Madame la juge, mon adversaire confond conséquences et intentions. Mon cliente n'a pas créé ce hashtag. Elle n'a pas obligé monsieur à tromper sa femme, à mentir à sa famille, ou à se ridiculiser publiquement. Elle a simplement cessé de couvrir ses mensonges. Monsieur n'est pas victime de harcèlement. Il est victime de ses propres actions. La vérité n'est pas du harcèlement. » La juge a rejeté sa requête en moins de 5 minutes. Ce fut sa dernière tentative. Après cela, il semblait avoir perdu toute combativité. L'acte 2 s'est terminé non pas par une explosion, mais par une lente et inexorable désintégration. Le décor de sa vie avait été démonté, pièce par pièce. Il n'avait plus de belles voitures, plus de maisons luxueuses, plus de cercle social admiratif, plus de famille pour le soutenir. Il était seul, dans un petit appartement de location à Villeurbanne, avec ses costumes qui lui semblaient maintenant trop grands et des souvenirs d'une vie qu'il avait lui-même incendiée. Je me tenais à la fenêtre de notre appartement, qui était maintenant mon appartement. La vue sur les toits de Lyon était la même, mais tout était différent. Le silence n'était plus oppressant. C'était une promesse. La promesse d'un espace vide que je pouvais enfin remplir avec ma propre vie. Mes propres rêves. La destruction était terminée. Le temps de la reconstruction pouvait commencer. Cela s'est produit un mardi gris, des mois après la finalisation du divorce. Je n'avais pas vu Julien depuis l'audience finale, et honnêtement, je n'y pensais presque plus. La vie avait repris son cours, mais c'était un nouveau cours. Un fleuve qui coulait librement sans le barrage de ses attentes et de ses mensonges. Ma maison me ressemblait enfin. Ma nièce s'épanouissait, préparant ses candidatures pour les universités. Mon travail de consultante en marketing, que j'avais lancé en freelance, prenait de l'ampleur. Mes journées étaient remplies d'une paix tranquille que je n'aurais jamais cru possible. Et puis il est apparu. Je sortais du palais de justice de Lyon, sur le quai Romain-Rolland, après avoir signé les derniers documents relatifs au partage des biens. Un dernier clou dans le cercueil de notre vie commune. Quand j'ai entendu mon nom, sa voix était plus mince que dans mon souvenir, effilochée sur les bords. Hélène. Je me suis retournée, et il était là. Mais ce n'était pas l'homme que j'avais connu. Le costume qu'il portait était mal ajusté, froissé et bon marché. Son visage était creusé, des cernes sombres sous les yeux. L'assurance qui suintait autrefois de chacun de ses mots avait été complètement effacée. Pendant un instant, j'ai failli ne pas le reconnaître. « S'il te plaît » a-t-il dit en s'approchant. « Écoute-moi. Juste une minute. » J'aurais pu partir. J'aurais dû.
Mais quelque chose en moi. La partie qui avait besoin de voir la ruine de près pour y croire vraiment, est restée. Je t'écoute, ai-je dit d'un ton neutre. Il a dégluti difficilement, son regard fuyant vers le sol avant de rencontrer à nouveau le mien. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que j'ai tout perdu. Mais Hélène, toi et moi, nous avons eu des années ensemble. Tu ne peux pas simplement effacer ça. Je ne demande pas d'argent. Je ne demande pas la maison. Je veux juste une chance de réparer les choses. De recommencer. Je l'ai regardée, silencieuse. Il s'est empressé de continuer. Les mots se déversant comme de l'eau à travers des mains fissurées. Je ne dors plus. Je ne mange plus. Je ne peux plus affronter les gens. J'ai perdu mon entreprise. J'ai perdu ma famille. Sa voix s'est brisée. Et je t'ai perdu. S'il te plaît. Ne me laisse pas comme ça. Tu es la seule qui puisse m'aider à me reconstruire. L'ironie était presque risible. Pendant toutes ces années, je l'avais supplié de rentrer à la maison, de nous donner la priorité, de me donner plus que des miettes de son attention. Il m'avait ignoré, méprisé, traité comme un accessoire de sa vie. Maintenant, il se tenait devant moi, brisé, mendiant la chose même qu'il m'avait toujours refusée, mon aide, mon soutien. Tu veux que je te répare ? Ai-je finalement dit. Il a hoché la tête rapidement, le désespoir inscrit sur chaque ligne de son visage. Oui. Donne-moi juste une autre chance. Je peux changer. Je le jure. Pendant un bref instant, je l'ai étudié. Non pas avec désir, ni avec pitié, mais avec une clarté absolue. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était pas de la rédemption. C'était un homme en train de se noyer, s'agrippant à la chose la plus proche qu'il avait autrefois maintenue à flot. Et je refusais d'être sa bouée de sauvetage. Tu as eu tes chances, Julien, ai-je dit doucement. Tu en as eu plus que la plupart des hommes n'en auront jamais. Et à chaque fois, sans exception, tu as choisi de te faire passer avant moi. Il a tressailli comme si je l'avais frappé. J'ai été stupide. J'ai été égoïste. Mais je le vois maintenant. Hélène. Je vois tout. Maintenant. Je ne peux pas vivre comme ça. Je me suis approchée d'un pas, baissant la voix pour que lui seul puisse m'entendre. Alors ne le fais pas. Mais n'ose pas penser que je suis là pour te sauver. Je me suis sauvée moi-même le jour où j'ai quitté ce hall d'hôtel. Tu te tiens au milieu des ruines de tes propres choix. Ses yeux brillaient de larmes non versées. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait s'effondrer. Là, sur les marches du palais de justice. Alors c'est tout ? A-t-il murmuré. Après tout ce qu'on a vécu. J'ai laissé le silence s'étirer. Lourd. Final. Puis j'ai prononcé les seuls mots dont il se souviendrait pour le reste de sa vie. Tu es l'architecte de ta propre destruction. J'ai tourné les talons et je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. Le son de son silence derrière moi. Le poids de ce silence me disait tout. Il ne lui restait plus rien. Pas de famille. Pas d'argent. Pas d'alliés. Et surtout, plus de moi. C'était la fin. Pas avec de la rage. Pas avec un cri. Mais avec une limite si nette qu'elle pouvait trancher à travers les années. Une ligne tracée dans la pierre. En posant le pied sur le trottoir, le ciel gris s'est déchiré, laissant passer un rayon de soleil. Pour la première fois depuis longtemps,
J'ai senti sa chaleur sur mon visage sans aucune ombre pour me suivre. Et j'ai su que j'avais gagné. Pas contre lui. Mais pour moi. La guerre était finie. Et la paix. Enfin. Était à moi. 1 an plus tard. Ma vie ressemblait à peine à ce qu'elle avait été. L'appartement qui m'avait autrefois semblé être une cage dorée était devenu un sanctuaire. J'ai repeint les murs dans des tons clairs, arraché les lourds rideaux sur lesquels il avait insisté et rempli les pièces de lumière. Chaque coin portait désormais ma signature. Des plantes vertes prospérant sur les rebords de fenêtres. Des photos de ma nièce souriant à des événements marquants auxquels il n'avait jamais assisté. Des piles de livres dans le salon qui reflétaient mes intérêts. Pas les siens. Pour la première fois depuis des années, ma maison semblait vivante parce qu'elle me reflétait enfin. Financièrement, j'étais plus solide que jamais. Le règlement du divorce avait sécurisé ma part. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai pris les compétences en marketing que j'avais autrefois mises de côté pour sa carrière et je les ai investies dans mon propre travail de consultante. Ce qui avait commencé par de petits projets s'est transformé en une liste complète de clients. Je ne survivais pas seulement. Je prospérais, construisant une entreprise selon mes propres termes. Il y avait une fierté dans chaque facture, chaque chèque qui portait mon seul nom. Ma nièce s'est épanouie. Elle aussi. Les dossiers de candidature pour les universités sont partis à l'automne. Et quand elle a reçu sa première lettre d'acceptation, nous avons célébré avec un gâteau dans la cuisine. Juste nous deux. Riant jusqu'à en avoir mal aux côtes. Elle m'a serré fort dans ses bras et m'a murmuré, « Je ne serai pas là sans toi ». Ces mots signifiaient plus que n'importe quel vœu que mon ex-mari ait jamais prononcé. Car pendant qu'il choisissait la trahison, j'avais choisi l'engagement. Envers elle. Envers moi-même. Envers un avenir pour lequel il valait la peine de se battre. Parfois, les gens me demandent s'il me manque. La vérité, c'est que non. Ce qui me manque, c'est la femme que j'étais avant de le laisser m'éteindre. La fille qui rêvait sans compromis. Qui croyait que sa loyauté était un cadeau et non une laisse. Mais cette femme n'est pas partie. Elle est de retour. Plus affûtée maintenant. Plus forte. Plus sage. De temps en temps, j'entends parler de lui. Lyon est une grande ville. Mais les ragots ont une façon de trouver leur cible. On dit qu'il loue un 2 pièces près du périphérique. Qu'il vivote grâce à des contrats précaires. Ses anciens amis ne répondent plus à ses appels. Sa famille ne l'invite pas pour les fêtes. La maîtresse, Chloé, a déménagé dans une autre ville depuis longtemps. Il est devenu une histoire édifiante que l'on chuchote lors des dîners. Une blague dans les cercles où il commandait autrefois le respect. Mais ce n'est plus mon problème. Sa chute est son histoire, pas la mienne. Mon histoire est une histoire de liberté. Je me réveille maintenant sans angoisse. Je fais des promenades matinales dans mon quartier. Des écouteurs dans les oreilles. Le soleil réchauffant ma peau. Et je ressens de la gratitude dans ma poitrine au lieu de nœuds dans mon estomac. Je cuisine pour moi-même. Non pas parce que j'attends que quelqu'un rentre à la maison. Mais parce que j'aime le goût des choses simples. Je dors profondément dans des draps que j'ai choisis. Dans un lit qui inspire la paix et non le vide. La vengeance m'a rendu mon pouvoir. Mais la guérison m'a rendu ma vie. C'est là toute la différence. Le détruire n'a jamais été le but final. C'était de déblayer le chemin pour que je puisse reconstruire sans que son ombre ne plane sur moi. Avec le recul, la trahison ressemble moins à la fin de quelque chose et plus à la porte d'entrée dont j'avais besoin. Douloureuse. Oui. Dévastatrice. Oui. Mais elle m'a forcé à prendre un nouveau départ que je n'échangerais pour rien au monde. J'ai appris que la liberté ne vient pas quand quelqu'un d'autre vous la donne.
Elle vient au moment où vous arrêtez d'attendre qu'il change. Qu'il vous voie. Qu'il vous choisisse. La liberté. C'est quand vous vous choisissez enfin vous-même. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, quand les gens chuchotent à propos de mon ex-mari, quand ils partagent sa chute comme le dernier gros titre, je ne bronche pas. Je ne jubile pas. Je souris simplement, sachant que je me suis éloignée des décombres et que j'ai bâti quelque chose de mieux. Parce qu'au final, la trahison ne m'a pas brisée. Elle m'a libérée. Et je ne laisserai plus jamais personne m'enchaîner.